J'avais été en travail pendant 24 heures, et la famille de mon mari avait refusé 8 fois de signer l'autorisation pour la césarienne. Dès que j'ai accouché, ils ont éteint leur téléphone portable et sont partis en voyage. Lorsqu'ils sont revenus à l'hôpital, le médecin a dit quelque chose qui a laissé mon mari pétrifié. Pendant que sa femme luttait entre la vie et la mort en salle d'accouchement, le mari et la belle-mère sans cœur ont éteint leur téléphone portable pour partir en voyage à Tenerife, ne voulant pas payer ensemble 2000 € de frais d'hospitalisation. Dans un désespoir absolu, Aurora est morte, pour ensuite renaître de ses cendres. Plus forte qu'un phénix grâce à sa tante puissante, un acte de naissance sans le nom du père, une révélation choquante et un revirement juridique magistral ont laissé le traître les mains vides. Le prix à payer serait-il assez élevé? La douleur atroce m'a fait perdre la sensation dans mes jambes. L'air autour de moi était épais de l'odeur de l'alcool, du sang et du désespoir. J'étais allongé, recroquevillé dans un lit au drap d'un blanc déjà jaunissant, m'agrippant si fort au métal froid de la tête de lit que mes articulations étaient devenues blanches. Je suis Aurora. J'ai 32 ans, directrice des ressources humaines, toujours considérée comme compétente et décisive dans mon entreprise, mais à ce moment précis, je n'étais rien de plus qu'une femme épuisée en plein travail, attendant une lueur de compassion de ma propre famille. Les contractions utérines me martelaient comme des vagues furieuses qui menaçaient de déchirer mon corps épuisé. Près d'un jour s'était écoulé depuis la rupture de la poche des os, mais mon col n'était toujours pas complètement dilaté. La porte des urgences s'est ouverte brusquement. La voix ferme du médecin de garde a rompu le silence tendu, proche de la patiente Aurora Castillo, « Venez ici immédiatement. La situation est critique. » 2 silhouettes sont entrées. La première était ma belle-mère, Dolores, une femme de 60 ans au visage perpétuellement amer mais aux yeux perspicaces et calculateurs. Elle portait une robe à fleurs de couleur sombre et s'éventait avec un magazine, marmonnant avec un agacement évident. Derrière elle venait Adrian, mon mari, un fonctionnaire de 34 ans à l'apparence timide mais au regard fuyant et manquant de décision. Il gardait la tête basse, serrant son téléphone portable avec l'écran allumé, et jetait occasionnellement un coup d'œil à sa montre avec une impatience mal déguisée. Le médecin a regardé Adrian directement d'une voix grave. « Êtes-vous le mari d'Aurora ? Votre femme a le fœtus en présentation par le siège et le cordon ombilical est enroulé 2 fois autour du cou, très serré. Le rythme cardiaque du bébé diminue rapidement et la mère est épuisée par un travail prolongé. Nous devons pratiquer une césarienne d'urgence dès maintenant. Si nous tardons, je ne peux garantir la vie de l'un ou de l'autre. » Avec un effort surhumain, j'ai ouvert mes yeux collés par la sueur et les larmes, et j'ai regardé Adrian avec une lueur d'espoir. Je voulais lui dire que cela me faisait profondément mal, mais qu'il devait sauver notre fils. Cependant, ma gorge était aussi sèche qu'un désert et je ne pouvais prononcer un mot. « Une césarienne » s'est exclamé Dolores d'une voix aiguë qui a résonné dans toute la pièce. « Pourquoi une césarienne ? Vous vous trompez, docteur ? Avec des hanches comme celles d'Aurora, elle devrait pouvoir accoucher sans aucun problème. À mon époque, j'ai accouché des Adrian pratiquement dans les champs, en ramassant des olives, et il ne s'est rien passé. Maintenant, au moindre petit truc, ils veulent opérer. Cela ne cause que du tort et gaspille de l'argent. » Le médecin a froncé les sourcils, essayant de rester calme face à une ignorance aussi cruelle. « Madame, chaque époque est différente, et chaque corps est différent aussi. Cette situation est une urgence. Un accouchement naturel n'est plus possible. Le coût de la chirurgie et des médicaments supplémentaires est d'environ 2000 €. La famille doit signer le formulaire de consentement et verser un acompte pour que nous puissions l'emmener au bloc opératoire. » 2000 €, a lâché Adrian, les yeux écarquillés. La première chose que mon mari a dite n'était pas de demander si j'avais mal ou si j'allais bien, mais d'exprimer son horreur face au montant. Il s'est tourné vers sa mère avec un regard de peur et de dépendance. Dans notre maison, même si c'était moi qui gagnais le plus, Dolores gérait tout l'argent. Après notre mariage, elle m'avait convaincu par de belles paroles de le lui donner pour économiser pour de grands projets. Maintenant, alors que ma vie ne tenait qu'à un fil, l'argent que j'avais gagné à la sueur de mon front était dans la poche de ma belle-mère avare. Dolores, le visage empourpré, a tiré la main d'Adrian. « Où allons-nous trouver 2000 €? Es-tu fou ? J'ai déjà retiré tout l'argent et je l'ai changé pour le voyage. Les billets d'avion, l'hôtel, le forfait touristique à Tenerife, tout est payé. Plus de 4000 € au total, mon fils, et c'est non remboursable et non annulable. » J'ai senti un bourdonnement dans mes oreilles,
comme si une nuée de cigales avait envahi ma tête. Un voyage à Tenerife. Alors même que sa femme luttait entre la vie et la mort, Adrian a bégayé, le front perlé de sueur. Mais maman, Aurora. Le médecin dit que c'est dangereux. Dolores l'a interrompu en me lançant un regard méprisant. Dangereux? Quoi? Les médecins de nos jours exagèrent toujours pour obtenir votre argent. Elle fait probablement semblant d'avoir mal pour qu'ils opèrent et qu'elle n'ait pas à supporter les contractions. Si tu signes maintenant, nous perdrons 2000 € et demain nous n'aurons plus d'argent pour nous amuser. Ta sœur Sylvia nous attend déjà sur le parking pour aller à l'aéroport. Chaque mot que cette femme prononçait était comme un couteau émoussé me perçant le cœur. Ma vie et celle de mon fils valaient moins qu'un voyage d'agrément pour eux. Je me souvenais des nuits d'heures supplémentaires, épuisées au-delà de toute croyance. Les fois où je m'étais privé de nourriture ou d'une nouvelle robe pour donner l'argent à Adrian. Il s'avère qu'ils avaient utilisé cet argent pour planifier leurs vacances, m'abandonnant ici. Adrian s'est figé un instant. Le conflit se reflétait sur son visage timide, mais finalement sa dépendance envers sa mère et son avidité ont surmonté la conscience d'un mari et d'un père. Il s'est approché de mon lit sans oser me regarder dans les yeux et a chuchoté, « Aurora, tiens bon encore un peu. Maman dit que l'accouchement naturel est meilleur pour le bébé, qu'il sera plus intelligent. De plus, nous n'avons pas d'argent liquide pour le moment et nous ne pouvons pas le retirer à temps. Fais un effort. Nous avons quelque chose d'important à faire maintenant. » Avec mes dernières forces, je me suis agrippé au tissu de sa chemise, hurlant de ma gorge écorchée. « Où vas-tu, Adrian? Vas-tu nous laisser mourir ici? Où est mon argent? Rends-moi mon argent pour l'opération. » Adrian s'est dégagé de mon emprise avec une froideur cruelle. « Quel argent à toi? Dans cette maison, l'argent appartient à tout le monde. Allez, essaie d'accoucher et n'exagère pas, maman et Sylvia attendent. » Sur ce, il s'est retourné et a suivi sa mère vers la porte. Dolores s'est même retournée pour lancer une dernière remarque cinglante au médecin. « Docteur, laissez-la accoucher seule. Personne ne va rien dire. N'essayez pas de nous escroquer. Nous partons. Nous sommes pressés. » « Attends, Adrian. Maman. » Mon cri désespéré a ricoché sur les 4 murs blancs et froids, revenant pour briser mon âme. Le médecin et les infirmières ont regardé leur dos avec un mélange d'incrédulité et de rage. Personne ne pouvait croire qu'un mari et une belle-mère aussi cruels existaient. La porte a claqué. Ils étaient partis. Ils avaient choisi leur voyage à Tenerife, leur plaisir égoïste plutôt que la vie de sa femme et de son enfant. Une douleur vive a traversé mon abdomen. J'ai senti un torrent chaud et épais jaillir de moi. C'était du sang. Du sang rouge tachant le drap. Une hémorragie. Préparez le bloc opératoire d'urgence. Activez le code rouge. Nous n'avons plus besoin de la signature de la famille. Sauvez la patiente passe en premier, a crié le médecin, la voix brisée par la tension. Le fracas des roues du brancard, le bip incessant des machines, les plafonniers défilant rapidement devant mes yeux. Dans cette frontière fragile entre la vie et la mort, alors que l'obscurité envahissait ma conscience, la dernière image que j'ai gardée n'était pas le sourire de mon enfant à naître, mais le dos froid de l'homme pour qui j'avais sacrifié ma jeunesse. Mes larmes se sont mêlées au sang. La haine s'est emparée de chacune de mes cellules, plus brûlante que la douleur physique elle-même. Si je mourais, je deviendrais un fantôme pour les hanter. Et si je vivais, je jurais de leur faire payer 1000 fois la douleur qu'ils me causaient. Obscurité. Un noir dense et glacial m'enveloppait. Je sentais mon corps léger flotter dans un vide indéfini, mais une douleur vive au bas-ventre m'a ramené à la dure réalité. J'ai ouvert les yeux avec difficulté, comme si mes paupières étaient scellées avec du plomb. La lumière blanche et aveuglante du plafond me faisait mal aux yeux. Le bip rythmé mais espacé du moniteur cardiaque sonnait comme le compte à rebours de la mort. J'étais dans la salle post-opératoire ou peut-être dans l'unité de réanimation, je ne savais pas. Tout ce que je voyais, c'était des lits alignés. J'entendais les gémissements d'autres femmes et les pleurs de nouveau-nés réclamant du lait. Mais il n'y avait personne à côté de mon lit. La chaise en plastique bleu pour les membres de la famille était vide et froide. Une jeune infirmière, me voyant bouger, s'est approchée pour ajuster la perfusion. Elle m'a regardé avec un mélange de pitié et de compassion. J'ai remué mes lèvres sèches et gercées, murmurant la question dont je connaissais déjà la réponse.
L'infirmière a soupiré comme si elle n'osait pas me dire la vérité. Restez tranquille. Ne bougez pas brusquement ou vos points de suture vont s'ouvrir. Ils viennent de sortir le bébé. Elle est en couveuse à cause d'un faible poids à la naissance et d'une asphyxie périnatale. Quant à vos proches, je les ai vus quitter l'hôpital avec leurs valises. Le médecin les a appelés pour leur demander de payer une avance sur les frais. Mais qu'ont-ils dit, infirmière? Mes larmes coulaient, chaudes, roulant sur mes tempes. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'argent et qu'ils allaient rater un vol pour Tenerife ou quelque chose comme ça. Ils ont éteint leur téléphone portable. L'hôpital a dû traiter votre cas comme une urgence humanitaire pour sauver votre vie et celle du bébé, laissant la facture en suspens. Mais votre état reste grave. L'utérus ne se contracte pas correctement et continue de saigner. S'il n'y a pas un membre de la famille qui sort pour acheter un médicament hémostatique plus puissant. L'infirmière s'est tue, se détournant pour cacher un geste de résignation. Je restais là, seul au monde, avec un froid qui me glaçait jusqu'aux os non pas à cause de la climatisation, mais à cause de la froideur du cœur humain. Ils étaient donc vraiment partis. Adrian et Dolores avaient choisi leur voyage, leurs photos de pause et leur banquet de fruits de mer au lieu de rester à mes côtés alors que moi, sa femme et sa belle-fille, je me cramponnais à la vie. Dans le délire de la perte de sang, des souvenirs ont défilé dans mon esprit au ralenti. Je me souvenais de l'Aurora d'il y a des années, une jeune femme pleine d'énergie, diplômée avec mention, avec un avenir prometteur. Je suis tombée amoureuse d'Adrian à cause de son apparence docile et calme, ignorant les avertissements de mes amis qui disaient qu'il était un mari soumis à sa mère. Je me souvenais des nuits à travailler jusqu'à 22 heures le ventre vide pour gagner de l'argent supplémentaire et de l'argent que, dès que je l'avais, Adrian me demandait avec flatterie. Chérie, maman dit qu'il y a des fuites et que nous devons réparer le toit. Chérie, maman dit qu'il est préférable de mettre les économies à son nom par sécurité pour que les enfants ne manquent de rien. Et je l'ai cru. J'ai tout donné pour cette famille. Et qu'ai-je reçu en retour? L'abandon le plus cruel quand j'avais le plus besoin d'eux. 4 000 € pour un voyage qu'ils étaient prêts à dépenser sans hésiter, mais 2 000 € pour sauver ma vie leur semblait trop. À leurs yeux, je n'étais qu'une machine à gagner de l'argent, une servante de haut rang dont la vie n'importait pas. Maman, ça fait très mal. Personne ne m'entendait. La douleur dans mon estomac s'est intensifiée. Le sang a recommencé à couler. Je sentais que la vie m'échappait. Pour la première fois de ma vie, j'avais peur. Peur de mourir pas pour moi-même, mais pour mon enfant. Elle venait de naître et n'avait pas goûté une seule goutte de mon lait. Si je mourais, qui la protégerait dans cette famille toxique? Comment grandirait-elle avec un père lâche et une grand-mère sans cœur? Non, je ne pouvais pas mourir. Je devais vivre pour exiger justice pour nous deux. À ce moment-là, un rayon de lumière a traversé mon esprit. Un nom que je n'avais pas osé mentionner dans cette maison depuis longtemps, tante Catalina, la sœur cadette de ma mère, une femme d'affaires prospère dans le secteur immobilier à Madrid, célèbre pour sa détermination et sa froideur. Le jour de mon mariage, elle est venue de Madrid, a regardé Adrian et Dolores, et m'a dit sans détour, si tu épouses ce type, ne viens pas pleurer sur mon épaule quand tu auras des ennuis. On ne peut pas faire confiance à un homme qui se cache derrière les jupes de sa mère et qui a ce regard furtif. À cause de ces mots et des critiques constantes de Dolores disant que ma tante était une femme riche et arrogante, j'ai progressivement perdu contact avec elle. J'avais peur de la décevoir, qu'elle se moque de mon mauvais choix, mais maintenant elle était ma seule bouée de sauvetage. Je me suis mordu la lèvre jusqu'au sang pour chasser le sommeil qui m'envahissait. D'une main tremblante, j'ai cherché le téléphone portable que l'infirmière avait laissé sur la table de chevet. L'écran s'est allumé, seulement 10% de batterie. J'ai cherché dans mes contacts. Mon doigt s'est arrêté sur tante Catalina Madrid. Je tremblais. Allait-elle me répondre? Serait-elle toujours en colère contre moi? Ou était-elle occupée par ses contrats de plusieurs millions de dollars? La sonnerie m'a semblé durer une éternité. Mon cœur battait fort. S'il te plaît, ma tante, décroche. Oui, Aurora. Sa voix familière, profonde et autoritaire a résonné à l'autre bout. En l'entendant, toute l'angoisse accumulée a débordé. Ma tante, j'ai fondu en larmes, un cri faible mais déchirant. Ma tante, sauve-moi, s'il te plaît. Sauve-moi. Il y eut une seconde de silence. Puis sa voix est devenue urgente, tranchante, mais pleine d'inquiétude. Aurora,
où es-tu? Pourquoi as-tu cette voix? Que s'est-il passé? Je suis à l'hôpital. J'ai eu le bébé par césarienne. Il y a eu une hémorragie. Mon mari et ma belle-mère sont partis en voyage à Tenerife. Ma tante. Ils m'ont laissé ici pour mourir. J'ai très peur, ma tante. Sauve-moi, ai-je haleté, chaque mot drainant mon dernier souffle. J'ai entendu un bruit de verre brisé de l'autre côté et le son d'une chaise traîner violemment. Qu'il soit maudit, a hurlé ma tante avec une furie que je pouvais presque voir. Ces gens-là. Écoute-moi attentivement, Aurora. Écoute-moi. N'abandonne pas. Je t'interdis de mourir. Ta vie appartient à la famille Castillo, ce n'est pas à cette vermine de la piétiner. Je vais prendre le premier bus dans 2 heures. Je vais appeler le directeur de l'hôpital. Maintenant, tu n'as qu'une chose à faire, respire, bats-toi pour ta vie et attends-moi. Ma tante, ça fait mal. Tiens bon pour ta fille. Tiens bon. Je te le promets, quiconque t'a fait ça, je lui ferai regretter d'être né. Attends-moi. L'appel a pris fin. Mon téléphone a glissé de ma main, mais étrangement, la peur s'était dissipée. La promesse de ma tante était comme une injection directe d'adrénaline au cœur. Ma tante arrivait. Je m'interdisais de mourir. Elle avait raison. Je ne pouvais pas mourir. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de réguler ma respiration comme elle me l'avait dit. Au milieu de la douleur, une flamme de haine a commencé à brûler. Attendez, Adriane, Dolores, Sylvia. Profitez de votre voyage. À votre retour, vous ne trouverez pas la même Aurora soumise. La porte de la chambre s'est rouverte. Cette fois, non pas avec froideur, mais avec le son précipité d'une équipe de médecins dirigée par un homme plus âgé avec des lunettes et un visage extrêmement sérieux. Où est la patiente Aurora Castillo? Transférez-la immédiatement aux soins intensifs sur ordre de la direction. Convoquez une réunion des chefs de service des urgences. J'ai souri faiblement. Ma tante Catalina avait déjà tiré quelques ficelles. Le phénix commençait à renaître de ses cendres. L'atmosphère dans le service de maternité de l'hôpital provincial n'avait jamais été aussi tendue. 2 heures après cet appel, j'étais toujours dans une chambre spéciale, à moitié consciente, m'accrochant à la vie grâce à des transfusions sanguines constantes et des médicaments. Le sang continuait de couler. Les meilleurs médecins de l'hôpital, convoqués d'urgence, entouraient mon lit avec des visages sombres. Ils attendaient une décision, ou plutôt quelqu'un ayant l'autorité de signer le papier que mes beaux-parents avaient rejeté. Soudain, un vacarme provenant du couloir a interrompu le bourdonnement des machines. La porte s'est ouverte, non pas timidement, mais avec une explosion d'autorité écrasante. En tête se trouvait le directeur de l'hôpital, une figure presque inaccessible pour les patients, qui marchait maintenant voûté, montrant le chemin. Derrière lui, une femme d'une 50aine d'années dégageait une élégance et une puissance à couper le souffle. Ma tante, Catalina, portait un costume blanc impeccable, et ses talons aiguilles claquaient bruyamment sur le sol carrelé. Son visage, bien que parfaitement maquillé, ne pouvait cacher son anxiété. Ses yeux, derrière des lunettes de soleil de créateur, brillaient d'un mélange de furie et de douleur. À ses côtés, 2 hommes de grande taille en costume noir s'égarent du corps portaient des mallettes en cuir. Toute la pièce s'est tue. Où est la patiente Aurora Castillo? A demandé ma tante. Sa voix n'était pas forte, mais elle était claire et résonnante, capable d'intimider n'importe qui. Le chef de service s'est avancé, essuyant la sueur de son front. Madame, mademoiselle Castillo est ici. Son état est extrêmement critique. Elle souffre d'une atonie utérine complète. L'utérus ne s'est pas contracté après la césarienne, ce qui a provoqué une hémorragie massive. Nous avons utilisé les médicaments les plus puissants sans succès. En ce moment, il ne reste qu'une seule option pour la sauver. Le médecin a hésité, regardant ma tante avec appréhension. Parlez. Quelle option, s'est-elle exclamée, serrant son sac à main de luxe. Une hystérectomie partielle ou totale doit être pratiquée immédiatement. Sinon, elle va mourir d'hémorragie en moins d'une demi-heure. Mais la famille est partie, et nous n'avons personne pour signer l'autorisation. Sans le laisser finir, ma tante a arraché le formulaire et le stylo des mains d'une infirmière. Elle a signé d'un trait décisif et énergique. Elle s'est tournée vers l'un de ses hommes. Allez à l'administration et déposez 20 000 €.
S'il en manque, vous payez la différence. Et j'exige qu'Aurora soit transférée dans une suite privée dès que l'opération sera terminée. Je veux que ce soit dans l'endroit le plus propre et le plus calme. Le chiffre de 20 000 €, énoncé avec tant de désinvolture, contrastait brutalement avec les 2 000 € que Adrian et sa mère avaient épargnés. L'opération a été pratiquée immédiatement. Sous les effets de l'anesthésie, je me sentais suspendu entre deux mondes. D'un côté, un abîme sombre, de l'autre, la main chaude de ma tante me tenant. Une partie de mon corps à l'endroit le plus sacré pour une femme, celui qui avait hébergé ma petite fille pendant 9 mois, a été retiré. La douleur n'était pas seulement physique, mais elle était gravée dans mon âme comme une perte irréparable. Quand je me suis réveillé, la première odeur que j'ai remarquée n'était pas celle du désinfectant, mais un léger parfum de lavande. J'étais dans un lit confortable, dans une chambre spacieuse et lumineuse, équipée comme celle d'un hôtel 5 étoiles. Il y avait une grande télévision, un canapé en cuir et un vase avec des fleurs fraîches. En bougeant, une douleur vive dans mon estomac m'a rappelé que ce n'était pas un rêve. « Es-tu déjà réveillée, ma chérie ?» Ma tante Catalina était assise sur le canapé, examinant mon dossier médical. Son visage montrait la fatigue du voyage, mais ses yeux me regardaient avec un amour immense. Elle s'est approchée et a écarté mes cheveux de mon front. Ma tante, j'ai fondu en larmes. Je suis vivante. Bien sûr que tu es vivante. Et bien vivante, a-t-elle dit avec un sourire forcé. Et ta fille aussi. J'ai donné à la petite fille le nom d'Alba pour l'instant, afin que tu puisses avoir une aube paisible. Elle est en couveuse, mais les médecins disent qu'elle est forte. Elle est ton portrait craché. Savoir que ma fille allait bien m'a enlevé un poids des épaules. Mais alors le regard de ma tante s'est assombri. Elle a pris ma main. Aurora, je dois te dire quelque chose. Pour te sauver la vie, les médecins ont dû retirer ton utérus. Tu ne pourras plus avoir d'enfant. La nouvelle m'a laissé de glace. Me faire retirer l'utérus à 32 ans signifiait que j'avais pour toujours perdu la capacité de devenir mère une seconde fois. Mon corps était incomplet. L'angoisse m'étouffait. C'est entièrement de leur faute. À cause de la cruauté et de l'avarice de la famille des Adrian. S'ils m'avaient laissé subir la chirurgie plus tôt, je n'en serais pas arrivé là. Pourquoi? Pourquoi ont-ils été si méchants avec moi, ma tante? Que ai-je fait pour mériter ça? Ai-je hurlé entre deux sanglots. Ma tante m'a serré fort, laissant mes larmes tremper sa veste coûteuse. Tu n'es coupable de rien. Ta seule erreur a été d'épouser le mauvais homme, dans la mauvaise famille. Mais écoute-moi, Aurora. Elle m'a écarté et m'a regardé dans les yeux avec une détermination farouche. Ce qui est perdu est perdu. Tu peux perdre ton utérus, mais pas ta vie ni ta dignité. À partir de maintenant, j'ai racheté ta vie en la sauvant de la mort. Et personne, je répète, personne ne te piétinera plus jamais. J'ai déjà ordonné qu'ils fassent l'objet d'une enquête. Ils sont très heureux de publier des photos de Tenerife. Parfait. Qu'ils profitent de leur dernier jour de paix. Elle a sorti un nouveau téléphone portable de son sac et l'a mis dans ma main. Mon avocat s'occupe déjà de toutes les procédures légales. Ta seule tâche maintenant est de te rétablir, de bien manger, de dormir et de renaître comme une reine. Tu dois être belle, forte et puissante pour que le jour où ces vauriens reviendront, tu puisses les regarder de haut comme s'ils étaient des insectes. J'ai regardé ma tante, puis la cicatrice douloureuse sur mon abdomen. La douleur physique était toujours là, mais dans mon cœur, la faiblesse était morte avec mon utérus. Une nouvelle personne était en train de naître. Oui, c'était un phénix renaissant de ses cendres. Et je vivrais non seulement pour moi-même et ma petite Alba, mais pour montrer à ces misérables à quel point le prix de la trahison est élevé. La porte de la suite s'est ouverte. Un infirmier est entré avec un plateau. Son attitude respectueuse contrastait vivement avec son indifférence précédente. « Excusez-moi, je vais nettoyer la plaie de la dame. »« Madame Aurora, aimeriez-vous un bouillon de jambon ibérique ou un consommé spécial ? » ?»« Je peux prévenir la cuisine. » J'ai regardé l'infirmier puis ma tante, qui a opiné du chef avec un sourire fier. Ma vie, à partir d'aujourd'hui, tournait une nouvelle page. 10 jours, seulement 10 jours depuis cette nuit fatidique, mais pour moi, c'était comme un siècle. En ces 10 jours, j'avais vécu 2 vies opposées, savourant la douceur tardive de l'amour familial et l'amertume infinie de la trahison. J'étais dans la suite de l'hôpital, une oasis de tranquillité.
Chaque matin, un infirmier m'apportait un petit déjeuner nutritif préparé par un chef privé engagé par ma tante. Les chefs de service me rendaient visite 3 fois par jour avec une politesse révérencieuse. Ma tante ne me laissait rien faire. Elle avait engagé 2 soignantes professionnelles qui s'occupaient de tout. Ma fille, Alba, après 3 jours en couveuse, était déjà à mes côtés. Elle dormait paisiblement, ignorant que son arrivée au monde avait coûté à sa mère une partie de son corps. J'étais littéralement au paradis. Mais la nuit, quand je regardais mon téléphone, je plongeais dans un enfer de ressentiment. J'ouvrais Facebook et voyais des photos de la famille de mon mari. Ils ignoraient que j'avais bloqué leur numéro. Dolores avait publié une photo dans un complexe de luxe à Tenerife, souriante jusqu'aux oreilles. La légende m'a soulevé le cœur, demandant à Dieu de bénir notre famille et d'éloigner la malchance. Quel bonheur quand vos enfants vous emmènent en voyage pour profiter. La malchance. Est-ce que ma fille et moi étions sa malchance? En dessous, une photo d'Adriane et de sa sœur Sylvia devant un festin monumental de fruits de mer. Adriane, celui-là même qui se plaignait de ne pas avoir d'argent pour ma césarienne, tenait une énorme pâte de Santolo, le visage rouge à cause du vin. J'ai pris des captures d'écran de tout. Chaque photo était une preuve irréfutable de sa cruauté. As-tu encore la force de regarder ces clowns? La voix de ma tante m'a tiré de mes pensées. Elle est entrée avec un dossier épais. Elle était accompagnée de Monsieur Montero, son avocat de confiance. Regarde ça. Il m'a donné un relevé bancaire. Il provenait du compte joint que j'avais avec Adriane. Le jour de mon admission, juste avant de partir pour l'aéroport, il y avait eu un retrait de 3 000 € à un distributeur près de l'hôpital. Il a vidé les 3 000 € que tu avais économisés pour le bébé juste avant de partir, a dit ma tante d'une voix glaciale. Il t'a menti. Ce n'est pas qu'il n'avait pas d'argent, c'est qu'il te l'a volé pour aller faire la fête avec sa mère et sa sœur. Tu vois? Il n'est pas pauvre, c'est un avare. J'ai serré le papier avec colère. Les larmes d'Adriane n'avaient été que de la comédie. Monsieur Montero a déjà parlé à la police, a continué ma tante. Son comportement constitue un délit d'abandon de famille et d'omission du devoir d'assistance ayant entraîné des blessures graves. Avec tes antécédents médicaux, je t'assure que Adriane ne perdra pas seulement son emploi, mais qu'il pourrait finir en prison. L'avocat a acquiescé et a sorti un autre document. Mademoiselle Aurora, voici l'acte de naissance de la petite Alba. Suivant les instructions de votre tante, et étant donné que le père a abandonné ses obligations, j'ai utilisé mes contacts pour enregistrer la petite sans le nom de famille du père. J'ai regardé le document. Nom, Alba Castillo. L'espace pour le nom du père était vide. Pourquoi vide, ai-je demandé. Pour éviter les problèmes de garde lors du divorce, a expliqué l'avocat. Nous montons un dossier dans lequel le père a renoncé à ses droits dès le début. Légalement, Alba est seulement votre fille. Elle porte votre nom de famille. J'ai caressé le nom. Alba Castillo. Ma fille ne porterait pas le nom d'un traître. Demain est le 10e jour, a dit ma tante en regardant sa montre. Son vol atterrit le matin. Ils viendront directement ici. Pas pour te voir, mais pour prendre l'héritier et se pavaner devant les voisins. Elle a souri avec dédain. Mais il se trompe. La scène est prête. Il ne manque plus que les clowns. Aurora, es-tu prête? J'ai regardé ma tante et ma fille endormies. La douleur physique avait disparu, remplacée par un calme étrange. Ce n'était plus l'aube fragile d'il y a 10 jours. Je suis prête, ma tante. Je veux voir leur visage quand ils découvriront la vérité. Ma tante a hoché la tête avec satisfaction. Elle a fait un signe et ses 2 gardes du corps sont entrés pour préparer la pièce. Tout était prêt pour un accueil inoubliable. Le soleil brillait dehors, mais je savais qu'une tempête était sur le point d'éclater sur la famille de mon mari, et cette fois, c'est moi qui la contrôlerais. À 10 h du matin, le silence du couloir de la zone VIP a été rompu par un bruit grossier provenant de l'ascenseur. C'était la voix de Dolores, aiguë et plaintive. Ma porte, bien qu'insonorisée, semblait trembler à son arrivée. J'étais assise dans un fauteuil roulant avec Alba dans mes bras. Ma tante, debout à côté de moi, a posé une main rassurante sur mon épaule. Elle a fait signe à son chef de la sécurité. Que le spectacle commence. La famille de mon mari s'est présentée comme un cirque itinérant, Dolores,
portant une robe de mauvais goût achetée dans un marché aux puces à Tenerife et transportant des sacs de souvenirs, Adriane, brûlée par le soleil, portant un t-shirt froissé, et Sylvia, sa sœur, diffusant en direct avec son téléphone portable. Comment ça va, la famille? Directement de l'aéroport pour récupérer notre héritier. Il marchait d'un air triomphant, sans une once de remords. Il pensait probablement que j'allais parfaitement bien en les attendant. Quand Adriane a essayé d'ouvrir la porte de ma chambre, il s'est heurté à un mur humain. Le chef de la sécurité de ma tante et 2 de ses hommes lui ont barré la route. « Qui êtes-vous ? » « Laissez-moi aller voir ma femme et ma fille, » a dit Adriane, déconcertée. Dolores s'est jetée sur eux, les frappant avec un sac. « Ils sont fous. C'est la chambre de ma belle-fille. Je suis la grand-mère. » Le chef de la sécurité a souri avec dédain. « Excusez-moi, mais il n'y a ni belle-fille ni petits-enfants à vous ici. Zone réservée. » Le scandale a attiré des curieux d'autres chambres. Dolores, voyant qu'elle avait un public, s'est jetée au sol en pleurant bruyamment. « Oh mon Dieu! Regardez cette belle fille sans cœur. Elle engage des voyous pour que sa belle-mère ne puisse pas voir son propre petit-fils. » Juste à ce moment-là, la porte s'est ouverte. Ma tante Catalina est sortie. Sa seule présence, élégante et autoritaire, a fait taire le tumulte. « Trop de bruit », a-t-elle dit d'une voix douce mais tranchante. « C'est un hôpital, pas un marché. » Adriane l'a reconnue et est devenue livide. « Ma tante, tante Catalina, quand êtes-vous arrivée ? » « Tais-toi » lui a lancé ma tante. « Ne m'appelle pas ma tante. Je n'ai pas de neveu aussi misérable que toi. » Une liasse de papier a volé et a frappé Adriane à la poitrine, s'éparpillant sur le sol. C'étaient les factures de l'hôpital et le relevé bancaire. Ouvre grand les yeux et regarde. C'est le prix de la vie de ta femme et de ta fille. Une facture d'hôpital de 60 000 €. Les 3 000 que tu as volés pour aller faire la fête. Pendant que tu mangeais des fruits de mer à Tenerife, on retirait l'utérus d'Aurora pour lui sauver la vie. Animal. Le visage d'Adriane s'est vidé de son sang alors qu'il fixait le rapport de sortie qui mentionnait la chirurgie pour hémorragie postpartum et la douleur. Au lieu de s'inquiéter pour moi, il a crié « Quoi ? Retirer son utérus ? Ça veut dire qu'elle ne peut plus avoir d'enfants, que ma famille va rester sans descendance. Mon Dieu, tant d'argent dépensé seulement pour qu'elle finisse stérile. » Cette cruauté a été la goutte d'eau. Je suis sorti dans le fauteuil roulant avec Alba dans mes bras. Mon visage, bien que pâle, montrait une force nouvelle. « Ne t'approche pas de moi » ai-je dit à Adriane quand il a essayé de me toucher. Ma voix était froide comme de la glace. J'ai regardé les 3, le lâche, l'avare et la commère. Ils sont venus pour leur héritier, n'est-ce pas? Donne-moi mon petit enfant, a lancé Dolores. Tu ne peux plus en avoir, alors nous l'élèverons. J'ai souri amèrement. Vous vous trompez, madame. Premièrement, c'est une fille, et deuxièmement, ce n'est pas votre petite fille. J'ai brandi l'acte de naissance. Son nom est Alba Castillo. Elle porte mon nom de famille. Le père est légalement et moralement inconnu. Elle n'a ni père ni grand-mère. Vous avez renoncé à ce droit le jour où vous m'avez abandonné. Comment oses-tu? A croassé Dolores. J'ose vous informer que mon avocat prépare le divorce et une plainte contre Adriane pour détournement de fonds et abandon. Préparez-vous à rembourser l'argent et les frais de justice. Puis je me suis tourné vers le garde du corps. S'il vous plaît, faites sortir ces gens d'ici. Ils polluent l'air que ma fille respire. Les gardes du corps les ont expulsés sans hésiter. Les cris d'Adriane se sont estompés derrière la porte fermée. Je me suis penché et j'ai embrassé le front de ma fille. C'est fini, mon amour. Maintenant, c'est juste toi et moi. Ma tante a applaudi. Bravo. Un accueil très chaleureux. Maintenant, préparons-nous pour que le monde entier voie leur vrai visage. L'humiliation dans le couloir ne leur a pas suffi. Avec leur audace caractéristique, ils sont descendus dans le hall principal de l'hôpital et ont mis en scène leur acte suivant. Dolores s'est jetée au sol, hurlant que sa riche belle-fille la maltraitait et avait volé son petit-fils. Sylvia a commencé à tout diffuser en direct, demandant aux gens de partager l'injustice. Une foule de curieux s'est amassée autour d'elle. Certains, sans connaître l'histoire, commençaient à avoir pitié de la pauvre vieille femme.
Mais ma tante Catalina, qui observait la scène depuis le balcon du premier étage, a souri froidement. Elle a fait signe à son assistant technique. Que tout l'hôpital et tout l'Internet voient qui est vraiment cette famille exemplaire. En quelques secondes, le grand écran du hall, qui affichait normalement des informations médicales, a changé d'image. Simultanément, des milliers de personnes regardant le direct de Sylvia ont reçu une notification des principaux groupes de potins du pays. La vérité sur le mari parti à Tenerife pendant que sa femme faisait une hémorragie était révélée. Les images de la caméra de sécurité d'il y a 10 jours sont apparues sur l'écran, moi me tordant sur le brancard, Dolores criant au docteur qu'elle ne signerait rien, Adriane retirant sa main de la mienne et me tournant le dos. La foule s'est tue. L'écran s'est divisé. D'un côté, moi en soins intensifs entouré de machines, avec la date et l'heure, patiente critique, hystérectomie. De l'autre côté, au même moment, les photos Facebook d'Adriane et Dolores à l'aéroport, souriant, Tenerife nous appelle. Des images de leur festin de fruits de mer défilaient, juxtaposées aux factures d'hôpital et à mon diagnostic de haut risque de décès. Ce ne sont pas des gens, ce sont des monstres, a crié un homme dans le public. L'opinion des gens a tourné comme un ouragan. Ceux qui avaient ressenti de la pitié les regardaient maintenant avec dégoût et rage. Dolores fixait l'écran, le visage cendré. Adriane, transpirant abondamment, a essayé de s'élancer vers l'écran pour le briser, mais les agents de sécurité de l'hôpital l'ont arrêté. À ce moment-là, son téléphone a sonné. C'était son patron. La voix furieuse du directeur était clairement audible. « Adriane, c'est quoi ce scandale ? Tout l'Internet parle de toi et tu ternis le nom de notre institution. Un fonctionnaire avec une moralité si basse. Tu es viré. Présente ta démission demain avant que je ne te licencie. » Le téléphone est tombé de ses mains, se brisant en 1000 morceaux. Plus de femmes, plus de filles, plus d'honneur, et maintenant plus de travail. Depuis le balcon, ma tante observait la scène avec satisfaction. Karma. La foule les a entourés tous les trois, les filmant avec leur téléphone portable. Sortez d'ici, canaille. Misérable. Dolores n'a pas supporté la pression et s'est évanouie. Adriane et Sylvia ont dû la traîner hors de l'hôpital sous les insultes et les huées et une image pathétique qui contrastait vivement avec leur arrogance initiale. J'ai tout vu depuis une tablette dans ma chambre. Je n'ai ressenti aucune joie, seulement un immense vide. La gifle de l'opinion publique était plus douloureuse que n'importe quelle punition physique. Ils avaient expérimenté ce que c'était que de se sentir abandonné par le monde, le même sentiment que j'avais enduré seul. Cette nuit-là, un mois après ma sortie de l'hôpital, nous nous sommes retrouvés au tribunal pour la séance de médiation finale. Adriane n'était plus que l'ombre de lui-même, maigre, les cernes sous les yeux, vieilli. Dolores et Sylvia ressemblaient à deux âmes en peine. Mon avocat, Monsieur Montero, a exposé nos conditions, divorce, garde exclusive pour moi, et compensation financière pour dommages et intérêts. Adriane a supplié, Aurora, s'il te plaît, ne sois pas si cruelle. J'ai fait une erreur. Je suis désolé. Donne-moi une chance. Tais-toi, je l'ai interrompu avec une froideur qui m'a surprise moi-même. Tu as perdu le droit de prononcer le nom de ma fille le jour où tu m'as abandonné pour partir en vacances. L'avocat a ensuite présenté la preuve définitive, des relevés bancaires prouvant que quelques jours avant mon admission, Adriane avait transféré 15 000 € de notre compte joint vers le compte de sa sœur avec le libellé et l'évolution de prêt à un prêt qui n'avait jamais existé. C'était une manœuvre claire pour cacher des actifs. La somme totale à laquelle il devait faire face était astronomique, le remboursement de l'argent, les frais médicaux et l'indemnisation pour dommages physiques et moraux permanents. Près de 80 000 €. Où allons-nous trouver cet argent? Tu veux nous ruiner, a hurlé Dolores. C'est votre problème, ai-je dit en les fixant. Adriane, tu as deux options. Soit tu signes le divorce par consentement mutuel, tu renonces à tout et tu repars les mains vides, soit nous nous reverrons dans un procès criminel et tu te prépares à passer quelques années en prison. Le silence était assourdissant. Vaincu, Adriane savait qu'il n'avait pas d'issue. Derrière moi se trouvait le pouvoir de ma tante Catalina. Je signe, a-t-il chuchoté, la tête basse. Tu es fou? Nous allons tout perdre, lui a crié sa sœur. Et qu'est-ce que tu veux, que j'aille en prison, a explosé Adriane pour la première fois de sa vie. Tout ça, c'est de votre faute. Pour ton bien, maman? Pour tes caprices? Merci,
Sylvia, de m'avoir encouragé. J'ai tout perdu à cause d'eux, mais sa rébellion tardive était inutile. Il a signé les papiers, acceptant sa ruine. En quittant le tribunal, la tragédie finale s'est jouée. Dolores, réalisant l'ampleur de la dette et la ruine de son fils, a porté sa main à sa poitrine. Son visage est devenu rouge et elle est tombée au sol, prise de convulsions. Un AVC. L'avocat m'a regardé. Le choc a été trop fort pour elle. C'était le prix qu'elle devait payer. J'ai observé la scène chaotique de loin. Adrian criait, demandant une ambulance. Sylvia essayait maladroitement d'aider. Personne ne s'approchait d'eux. La compassion que j'aurais pu ressentir était morte sur cette table d'opération. J'ai mis mes lunettes de soleil, je me suis retourné et je suis monté dans la voiture de luxe qui m'attendait. J'ai laissé derrière moi le son des sirènes et l'effondrement d'une famille qui, par pure cupidité, avait semé sa propre destruction. 3 ans plus tard, l'automne à Valence offrait un ciel d'un bleu intense. Je suis descendu de ma voiture, une élégante berline blanche, et j'ai ajusté ma veste de tailleur. Devant moi se trouvait le magasin principal d'Alba Organico, ma chaîne de magasins d'aliments naturels comptant 5 succursales dans toute la ville. Maman, dépêche-toi, je vais être en retard pour mon cours de danse. La petite voix d'Alba, ma fille de 3 ans, m'a ramené à la réalité. C'était un ange aux grands yeux curieux, la seule raison de mon existence. Je lui ai souri et j'ai pris sa main. En voyant notre reflet dans la vitrine, j'ai vu une aube différente, confiante, sereine, sans aucune trace de la femme soumise d'autrefois. La cicatrice sur mon abdomen était toujours là, un rappel constant, mais elle ne faisait plus mal. C'était ma médaille de guerre. Après le travail, j'ai emmené Alba se promener en centre-ville. À un feu rouge près de l'hôpital où tout s'était passé, une scène au bord du trottoir a attiré mon attention, une moto déglinguée et, à côté, un homme et une femme se disputant bruyamment près d'un fauteuil roulant. Dans le fauteuil, une vieille femme aux cheveux blancs, la bouche tordue et le regard perdu, bavait sur un bavoir. Malgré le temps et la misère, je les ai reconnus. C'était Adrian, Sylvia et Dolores. Adrian ressemblait à un vieil homme, la peau tannée par le soleil, vêtu de l'uniforme usé d'une entreprise de livraison. « Donne-moi l'argent. Aujourd'hui, c'est ton tour de payer pour les médicaments de maman, » criait-il à sa sœur. Sylvia, négligée et en surpoids, l'a poussé. « Quelques euros, » a répondu Adrian en donnant un coup de pied dans la moto. Entre les couches, les médicaments et la nourriture, tout mon salaire y passe. Sans abri, sans femme, vivant dans un taudis. Tu as tout gâché et maintenant tu t'en laves les mains. Ils s'insultaient avec un venin qui glaçait le sang tandis que leur mère regardait, impuissante, des larmes silencieuses roulant sur ses joues ridées. Après son AVC, Dolores était restée paralysée et sans parole. La faveur divine qu'elle avait demandée à Ténérife était devenue un fardeau que ses enfants se renvoyaient. Adrian, l'ancien fonctionnaire, était désormais un livreur précaire qu'aucune femme n'approchait après être devenu célèbre sur Internet pour son infamie. Le feu était toujours rouge. À ce moment-là, Adrian a tourné la tête et nos regards se sont croisés. Le temps s'est arrêté. Son visage a changé, surprise, honte, et un regret profond et douloureux en me voyant, élégante dans ma voiture de luxe, et à côté de moi Alba une petite fille saine, heureuse et bien soignée. Il a rapidement baissé la tête, essayant de se cacher comme si la terre allait l'engloutir. Je l'ai regardé et, à ma surprise, je n'ai ressenti ni haine ni satisfaction, seulement une pitié immense et lointaine. C'était un gâchis de vie consumé par la cupidité qui avait détruit leur propre bonheur. Je n'ai rien dit. Leur réalité était une punition bien plus dure que tous les mots que j'aurais pu prononcer. « Maman, sévère » a dit Alba. « Oui, chérie. On y va. » J'ai remonté la vitre, laissant derrière moi cette image de misère. La voiture a glissé doucement, s'éloignant du passé. Je me suis souvenu d'une chose que ma tante m'avait dite un jour, la meilleure vengeance n'est pas de faire saigner ton ennemi, mais de le forcer à te regarder vivre une vie pleine et heureuse pendant qu'il se noie dans la boue qu'il a lui-même créée. J'ai caressé mon ventre. Je n'avais plus d'utérus, mais mon cœur était plein. J'avais Alba, ma tante, mon travail, et surtout, je m'avais moi-même, libre, fier, et sachant enfin comment aimer de la bonne façon. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les arbres, illuminant le chemin devant nous, une route longue et large que je parcourais désormais avec ma fille, dans la paix et la sérénité.
C'était ma véritable renaissance.